RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans votre émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois détricote les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Et aujourd'hui, dans votre émission, on va aborder un sujet, alors on pourrait dire difficile, mais je pense qu'il portera des messages d'espoir également. On va parler du suicide et de la prévention du suicide aujourd'hui. Pour ce faire, m'accompagne autour de la table le professeur Fabienne Ligier, qui est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, spécialiste en psychiatrie périnatale, je vais y arriver. Et également, vous êtes co-coordinatrice du Centre régional de prévention du suicide de Nancy. Bonjour. Bonjour. Également à vos côtés, Marie Chavez, vous êtes infirmière et répondante au 3114, donc la ligne de prévention suicide, c'est bien ça ? C'est ça, bonjour. Bonjour, et puis m'accompagne également Roman et Stéphanie Petit, coordinatrice du PTSM 54 comme plan Projet territorial de santé mentale de Meurthe-et-Moselle. Je préférais que ça vienne de toi. Aujourd'hui, on va donc aborder le sujet effectivement du suicide et de la prévention du suicide. Comme chaque fois dans l'émission, on va en débattre, on va en discuter ensemble. Mais avant, vous êtes allé dans la rue, Roman, tu y es allé avec le micro RCN et tu as posé plusieurs questions. Je te propose qu'on commence par la première. La première, du coup, c'était selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une personne au suicide ? La misère. Ça peut être la perte d'un ami. L'indifférence aussi. La solitude. La détresse, l'isolement, l'addiction, les maladies psychiatriques. Les gens ne se rendent pas compte des traumas quand on est jeune. Je pense que les parents poussent à faire... sans même réellement s'en rendre compte, ils poussent des enfants à faire des choses qu'ils ne devraient pas. Ou les poussent mentalement trop loin. Comme quoi, du coup ? Les études. Ou je sais pas, ou même des parents violents ou des choses comme ça, ils se rendent pas tellement compte de l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Non, peut-être pas, l'extrême solitude et puis peut-être aussi une souffrance intolérable, une souffrance qui est plus forte que la souffrance physique, une souffrance morale. Moi je sais pas, sa vie, ce qui se passe dans sa vie, des faits qui sont plus ou moins traumatisants pour elle. Je sais pas, dans l'émotion... La pression sociale, la pression familiale, peut-être l'éducation, là, comment la personne a grandi, tout ça. Je pense le cercle familial et puis le cercle social. La pression du travail, la vie beaucoup plus chère, forcément cette pression-là qui est un peu invisible mais qu'on a au quotidien. Financièrement, ça c'est un facteur qui peut faire que forcément les personnes qui sont plus sujets à ça, je pense pour moi ça peut être un facteur après. Un facteur émotionnel, peut-être des personnes après l'émotion, je suis pas psychologue mais... qui sont plus sensibles émotionnellement, qui ont un parcours plus difficile. Le harcèlement, le manque de prise en charge par rapport à l'entourage, même lui il peut pas s'en rendre compte directement s'il a des problèmes. Donc vraiment une prise en charge justement de la personne qui a besoin d'aide, quoi. De nombreux facteurs qui sont abordés, la pression, l'indifférence, la solitude, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Du coup, les éléments qui reviennent qui sont intéressants dans les réponses des interviewés sont notamment liés à l'éducation, qui parfois peut être traumatisante, à quelquefois une grosse pression scolaire où les parents poussent vraiment très loin leurs enfants. Ceci, du coup, normand dès le plus jeune âge le paradigme de pression sociale vers une première pression familiale. Une personne nous disait en réponse à notre question que la détresse, l'isolement, les addictions ou les maladies psychiatriques peuvent causer les tentatives de suicide. Du coup, en France, en 2014, selon l'adresse, 40% des suicides sont liés à un trouble psychique. Peut-être que les professionnels invités aujourd'hui pourront nous éclairer sur ces chiffres. Une autre personne évoquait que les jeunes peuvent subir des traumas durant l'enfance, où les parents peuvent parfois être mis en cause via des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Les éléments de harcèlement et de manque de prise en charge de l'entourage, que ce soit dans la famille ou à l'école, peuvent avoir une incidence sur les tentatives de suicide. Qu'en est-il réellement du coup ? Aussi, le terme de facteur émotionnel où certains seraient plus sensibles ou plus affectés dans les situations complexes de la vie. Est-ce qu'on est tous égaux face aux aléas de parcours ? Est-ce qu'on a tous les mêmes chances de résilience, etc.
Enfin, le terme de solitude revient beaucoup avec une personne nous disant que le suicide peut être une réponse à une extrême solitude avec une souffrance intolérable. Et du coup, là aussi, ce qui est intéressant peut-être, c'est que les professionnels pourraient nous en dire un mot afin d'expliquer que cette réponse de tentative de suicide ne se produit que pour mettre fin à une souffrance insoutenable, mais que la personne ne souhaite pas forcément mettre fin à ses jours. On en parlera effectivement tout à l'heure. La deuxième question qui a été posée dans la rue. Vous sentez-vous concerné ? Pensez-vous être concerné un jour ? J'espère pas, mais oui, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'avoir des difficultés sociales. Je sais pas ce qui peut m'arriver, j'ai la maladie, je sais pas, du jour au lendemain, je me retrouve tout seul à cause d'un accident de la vie. Je sais pas si je viens tétraplégique, aveugle. Oui, pourquoi pas ? C'est pas exclu. Peut-être, une maladie grave sans issue, pour abréger des souffrances, pour abréger une très grande déchéance, pour soulager aussi mes proches, de ne pas avoir à subir une fin pour moi qui serait compliquée. Non, je pense pas, non. Moi, me concernant, je pense pas, non. Parce que j'ai beaucoup de motivation et j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a permis d'avoir un cadre relativement sain, les 2 parents, à l'école, d'avoir accès à l'éducation, dans un pays riche. Donc je pense que moi, non. Qui sait, on sait pas. Je pense comme je l'ai dit, je pense qu'on a tous des traumas. Ouais, j'ai des traumas aussi, je pense. Mais après, pousser jusqu'au suicide, je pense que c'est quand même très loin. Non, pour moi, ça va. Je pense que déjà, tout le monde devrait voir un psychologue. Et je pense que ça pourrait aider pas mal de gens. Donc, ouais, voilà. Après, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie d'après. Mais non, pour moi, je pense pas que ce soit une solution qui puisse régler des problèmes. Moi, je trouve plus ça comme une solution pas une solution du coup, mais quelque chose qui peut aggraver les problèmes, causer de la tristesse à la famille et tout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les gens pensent ce qu'ils veulent, mais pour moi, non, c'est inutile. C'est plus causer du mal aux gens qu'autre chose. Oui, c'est probablement possible. Il suffit que, par exemple, mon frère décède ou qu'une chose grave arrive dans ma vie. Effectivement, je pourrais peut-être arriver à cette conclusion, effectivement. Non. On a une bonne famille, On a des projets, Non. Tant qu'on a des projets, c'est bon. Quand on a des projets, c'est bon ? Voilà. On y pensera alors. On a des projets, donc a priori, c'est non. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui répondent que ce serait possible. Exactement. Et effectivement, alors, ce que je disais, les réponses sont assez partagées. D'une part, effectivement, beaucoup ont répondu qu'on a tous une santé mentale, qu'on est tous concernés, qu'on peut tous un jour être concernés ou avoir des idées suicidaires, que nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un accident de la vie dans notre parcours. Un petit peu avec différentes difficultés, les difficultés sociales, la perte d'un être cher, une maladie, pour mettre fin à des douleurs, des souffrances dues à une maladie. Et pour imager un peu et revenir sur le cosmos mental qu'on avait évoqué lors de la dernière émission, c'est un petit peu la petite fusée dont on avait parlé dans son petit voyage, qu'on peut tous rencontrer un astéroïde, une comète qui nous dévie de notre trajectoire et nous fragilise. Et puis à l'inverse des personnes qui se sentent concernées, les autres ont répondu qu'ils ne se sentaient pas forcément concernés, protégés par un cadre sain, une éducation, des projets, une bonne santé mentale. Et je pense que c'est un point qui mériterait d'être approfondi par nos experts en seconde partie. Est-il vrai que les personnes qui ont reçu une éducation et qui vivent dans un cadre sain ont moins de risques de faire une tentative de suicide ? Et puis la seconde réponse reçue qui mérite également d'être éclaircie, est-ce que le suicide est une solution ? Ou est-ce que le suicide n'est pas une solution ? Et pour finir, j'aimerais juste rappeler, appuyer une des réponses, qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Oui, ça c'est quelque chose qui a été dit d'ailleurs à un moment donné, que tout le monde devrait aller voir un psy, effectivement, dans sa vie. Et ça répondrait peut-être aussi à cette question de la fusée dont on parlait il y a quelques instants, qui permettrait d'être rééquilibré, mais on en reparlera évidemment tout à l'heure avec nos professionnels. La troisième question que vous avez posée dans la rue... Du coup, c'est comment aider la personne qui a des idées suicidaires ?
On essaierait de l'aider, on essaierait d'être avec lui. Je pense que je le dirigerai vers des professionnels. Psychologue, psychiatre. Mais déjà, on essaierait de comprendre pourquoi il est dans cette situation et essayer de l'aider en comprenant sa situation. On n'est pas assez compétent pour comprendre. Non, mais on peut au moins écouter la personne. C'est important d'écouter déjà. Ouais, déjà un psychologue, comme je vous ai dit, après tout le monde devrait voir un psychologue, je pense. Et bien sûr, moi, j'essaierai de l'aider, de comprendre ce qu'elle a et pourquoi pas... Après, je suis pas non plus un psychologue, mais j'aimerais bien pouvoir l'aider, l'écouter et... Peut-être que j'ai eu les mêmes problèmes qu'elle, donc ou que lui, bien sûr. Je pourrais essayer de l'aider, ouais, comme je peux. Mais après, oui, voir un psychologue. Je la garderai avec moi et j'appellerai le 18 pour qu'elle soit amenée aux urgences psychiatriques. Après, je suis médecin, donc ça... Oui. C'est un proche, un ami, tout ça, en parler personnellement et puis conseiller d'aller voir directement des professionnels, psychologues, psychiatres s'il faut. Et... J'ai connu ça, j'habite ça, donc c'est ce que je ferais, je crois. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, j'ai eu mon frère, j'ai eu très peur l'année dernière, il a fait un burn-out et j'ai eu très peur qu'il se suicide. Et la seule chose que j'ai pu faire pour l'ancrer, c'était de lui dire combien je l'aimais et combien il m'était indispensable. Lui dire que sans lui, la vie pour moi n'avait pas de sens, voilà, c'était lui rappeler infiniment combien il était important pour moi. C'est-à-dire ne pas lui dire, pas d'injonction, ne fais pas, non, etc. et tout. C'est en fait... d'une manière assez paradoxale, le décentrer de lui et de le raccrocher à moi en lui disant que moi j'avais infiniment besoin de lui, qui m'était cher, qui m'était important. Mais c'est assez ambigu parce qu'en fait on pourrait penser que ce serait plutôt de dire à la personne, lui parler d'elle, et non, c'était lui parler de moi et lui dire voilà, qu'il m'était indispensable. Dans un premier temps, j'essaierai de comprendre pourquoi elle veut le faire. Et par la suite, composer notamment les numéros qui sont proposés pour justement prise en charge et pour qu'elle soit aidée, qu'elle soit pas isolée dans son coin et qu'elle fasse ça toute seule, effectivement. Voilà. Les numéros, est-ce que vous pouvez nous donner un numéro à retenir ? Je connais pas, je rechercherai sur internet sur le moment, mais là c'est vrai que... 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Oui, je connais très bien le 3114. Eh bien, c'est-à-dire que c'est un numéro pour la prévention du suicide précisément. Il y a quand même ce numéro à retenir et à faire connaître, 3114, on l'a entendu, on va le répéter évidemment tout au long de l'émission. Comment on débriefe cette dernière partie de Micro-trottoir, Roman ? Du coup, ce qui est intéressant, c'est que la grande majorité des interviewés nous ont aisément dit qu'en cas de pensée suicidaire, qu'il fallait se rapprocher de professionnels. Oui. Ils ont presque tous dit ça. Donc des psychologues ou des psychiatres. D'autres nous ont affirmé qu'il faut être à l'écoute, essayer de comprendre la situation, qu'il faut écouter, d'être avec la personne pour tenter de l'aider. Enfin, le témoignage touchant d'une femme nous disant son frère en burn-out il y a quelque temps nous expliquait détourner le problème sur elle-même en ancrant son frère, peut-être dans le vivant, en lui disant combien elle l'aime et combien il est indispensable à sa vie, que ça n'aurait pas de sens de vivre sans lui. Cela en évitant les injonctions, donc elle dit ne fais pas, non, etc. Donc peut-être envoyer cette question aux professionnels pour savoir un peu si les injonctions du type ne fais pas de conneries, ça a du sens ou pas. Et enfin, cette femme, en terminant, expliquait aussi raccrocher son frère à elle-même en le décentrant, en lui disant qu'elle avait infiniment besoin de lui. Et donc, elle explique que sa technique est assez paradoxale en le décentrant. Donc ça, peut-être que c'est intéressant aussi à développer. Et donc, voilà. Enfin, une autre personne nous dit qu'il faut garder la personne avec soi, puis contacter le 18 pour l'emmener aux urgences psychiatriques si c'était le médecin. On a plein de questions à vous poser à toutes les deux et on va le faire dans un instant. Comment prévenir le suicide ? Comment accompagner quelqu'un qui effectivement nous en parle aussi tout simplement ? Est-ce qu'il faut en parler ? Comment en parler ? C'est toutes les questions qu'on va se poser dans les prochaines minutes de cette émission Full Santé Mentale. Restez avec nous sur RCN. Le temps pour nous d'écouter Elton John et Dua Lipa. Bienvenue à vous. Jusqu'à 11h sur RCN, Full Santé Mentale. Et nous sommes toujours dans votre émission Full Santé Mentale, accompagnée donc de Fabienne Ligier. Je rappelle, vous êtes professeur psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, spécialisé en psychiatrie périnatale, et vous êtes co-coordinatrice du Centre régional de prévention du suicide de Nancy. Et Marie Chavez, vous êtes infirmière répondante au 3114. On le rappelle, ce numéro, il est important. Le 3114, c'est le numéro de prévention du suicide, c'est ça ? Tout à fait.
tout à fait. Et c'est un numéro qui est gratuit, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, on voulait parler du micro-trottoir, on va en reparler dans un instant, mais peut-être, puisqu'on parle de ce numéro, qui peut vous appeler ? Est-ce qu'on vous appelle quand quand on a des idées suicidaires, quand on a des gens qui nous parlent de suicide ? C'est quoi ce numéro ? À quoi il sert ? Alors, ce qui est important, c'est que c'est un numéro qui est ouvert à un maximum de monde, à tout le monde. Donc, ça peut être des personnes qui sont en souffrance psychique, qui n'ont pas forcément d'idées suicidaires, mais qui sentent qu'ils vont vraiment pas bien. Ça peut être des gens qui ont déjà des idées suicidaires, des gens qui sont endeuillés par un suicide ou qui ont un proche qui a des idées suicidaires et qui ont besoin d'avoir des réponses sur la conduite à tenir, la manière d'agir avec les proches là, et également aussi des professionnels de santé qui peuvent être en questionnement, que ce soit des médecins généralistes, assistantes sociales, éducateurs, psychologues. Donc c'est vraiment très très large. Et il n'y a pas de tranche d'âge. Quand vous dites qu'il n'y a pas de tranche d'âge, c'est-à-dire que n'importe quel âge on peut vous appeler. N'importe quel âge on peut nous appeler. Bien sûr. On entendait dans le micro-trottoir il y a quelques instants à la question qu'est-ce qui pousse au suicide, on a beaucoup parlé de la pression familiale, de la pression. Moi j'étais assez surpris, je dois dire, des réponses apportées par les gens dans la rue. Pour vous, c'est quoi ce qui revient le plus souvent ? Qu'est-ce qui peut pousser au suicide ? Alors en fait c'est multifactoriel, il n'y a pas une raison, il n'y a pas une chose qui pousse au suicide. On a fait des évaluations des trajectoires de vie. Alors il y a quand même des populations qui vont être plus vulnérables face au suicide, avec des événements de vie très précoces. D'ailleurs quelqu'un en a parlé de ce qui pouvait se passer en famille, que ce soit des abus, de la pression familiale ou autre, la pression scolaire aussi, du harcèlement scolaire, qui va faire qu'on va développer aussi comme ça une vulnérabilité face au stress, face aux événements de vie qui vont arriver par la suite. Ce qui a été dit aussi dans le micro-trottoir, c'est qu'il y avait des personnes qui souffraient ou de troubles de santé mentale, d'addiction. Donc là, on est sur le versant plus de la santé. Mais il y a aussi, et ça c'est important à le dire, et ça a été très souligné, le vécu de solitude. En fait, c'est une pathologie du lien, le suicide. On se sent seul, incompris, perdu. Et on va voir aussi que dans les mesures de prévention, ça va être justement d'aller contre cette pathologie du lien et de briser l'isolement. L'indifférence fait d'ailleurs partie de cette solitude, l'impression qu'on n'existe pour personne. Et là encore, quelqu'un l'a souligné comme étant important dans la deuxième question, ce fait de dire « tu comptes pour moi ». Donc en tout cas, c'est pas une raison, mais il y a plein de facteurs de risque, que ça soit, on l'a dit, les troubles de santé mentale, les problèmes économiques. Et là, c'est sûr qu'actuellement, on est dans un contexte économique qui est très peu favorable. Quand il y a des crises économiques, il y a une majoration du risque suicidaire, comme il y a aussi quand il y a des grandes fermetures d'usines, d'entreprises. Ça a été étudié beaucoup en Amérique du Nord. Et puis bien sûr, c'est des événements de vie qui vont pousser à la personne à un moment où elle n'arrive plus à avoir ses propres ressources, on n'arrive plus à aller se faire aider. On est dans un espèce de tunnel de plus en plus important. On n'arrive même plus à penser, on n'arrive plus à comprendre ce qui nous arrive. Et c'est là qu'on parle d'une souffrance aussi intolérable. C'est une souffrance psychique terrible. Et les gens, à un moment, n'ont plus qu'une issue pour eux. Parce qu'il faut qu'ils en échappent. Et c'est le suicide. C'est mourir, c'est s'en aller, c'est partir. C'est ne plus souffrir, en fait, qui est la seule alternative, même si ce n'est pas une alternative, puisqu'on n'a pas d'autre solution qui s'offre à eux, quoi. Vous parlez de la souffrance. J'étais d'ailleurs dans la partie du micro-trottoir. Certains disent, moi, si par exemple demain je souffre de maladie, je deviens aveugle ou je deviens tétraplégique, je préfère me suicider. On l'a entendu, ça. Est-ce que c'est considéré comme des souffrances justement qui amènent vers cet acte ? Alors, là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'on allait à un moment aller sur une pente peut-être qui n'est pas celle du suicide, mais celle de l'accompagnement de fin de vie. Où là, c'est tout à fait autre chose. C'est pas le même phénomène. Mourir dans la dignité, ce genre de choses, ça, on va dire qu'on n'est pas du tout dans la question du suicide. D'ailleurs, c'est important de le dire pour les familles aussi, parce que c'est pas la même chose. Par contre, on a quand même, nous, en France, une recrudescence du risque suicidaire chez les personnes âgées, avec cette perte d'autonomie qui n'est pas forcément très valorisée, en plus, ni soutenue dans notre société, qui est même plutôt dévalorisée. Et là, il y a une réelle souffrance avec des personnes qui n'ont jamais eu de passage à l'acte suicidaire et des personnes âgées qui vont se suicider. À partir de 75 ans, on a une réaugmentation du suicide
importante. Vous disiez à l'instant que c'était des gens qui n'avaient pas forcément détecté qu'ils pouvaient aller vers le suicide. Est-ce qu'on peut systématiquement, comment j'allais dire, s'apercevoir que quelqu'un va vers l'acte du suicide ou pas ? Est-ce qu'il y a toujours une espèce de moment où on prévient qu'on va le faire ? Alors, le systématique n'est pas. On a des éléments annonciateurs, on a des fois des brides de phrases qui peuvent nous faire craindre le suicide, mais c'est aussi parce qu'on sait les reconnaître. Donc, c'est difficile de dire après, c'était évident, on aurait pu le savoir. En rétrospective, des fois, on se rend compte de comportements de revoir, par exemple, ou de préparation d'affaires, de dons de ces affaires. Et l'impression que les personnes vont mieux, mais c'est aussi parce qu'elles se sont décidées. Donc, on ne peut pas toujours prévoir. Mais en fait, on sait aussi que, et sinon on ne ferait pas ces interventions, on peut quand même prévenir, déjà si on détecte la souffrance psychique. Et chez les hommes, ce qui est souvent pas détecté, c'est la dépression. Et ça fait partie des facteurs de risque suicidaire chez l'homme. Et on l'a vu en faisant des autopsies psychiques. Donc après que les gens soient décédés, on faisait une enquête au niveau familial et médical. Et en fait, il y avait souvent une dépression non détectée ou des problèmes d'addiction. Donc déjà, si on arrivait à mieux reconnaître, et d'ailleurs ça fait partie des mesures de prévention du suicide national, c'est d'informer le public sur le suicide, mais aussi sur les troubles de santé mentale. Et votre émission, c'est parfait. Je veux dire, c'est hyper important de pouvoir en parler, de déstigmatiser et puis de reconnaître. Parce que tout le monde peut être concerné un jour ou l'autre par cette question-là. Bien sûr. D'ailleurs, c'était une question de votre micro-trottoir. Oui, tout le monde peut être concerné. Ça touche, décès par suicide. On est entre 8 et 9 000 décès par suicide par an en France. On a 200 000 tentatives de suicide et on sait qu'on sous-évalue, que ça soit pour l'un ou pour l'autre. Par an en France, il y a 200 000 tentatives de suicide, surtout chez les 15-19 ans. On peut tous avoir des événements de vie qui vont nous fragiliser, surtout s'ils se surajoutent les uns aux autres. Pour certaines personnes, on a aussi un terrain de vulnérabilité, donc qui vont faire qu'on va être plus en difficulté à réagir à ces événements de vie. Et il y a un moment, on a cet enchaînement d'éléments qui vont faire qu'on peut être confronté au suicide. Et si on ne l'est pas, nous, en tant que personne, on peut l'être en tant que proche. Et les endeuillés par suicide sont aussi des personnes plus à risque elles-mêmes, parce que c'est une mort qui est tellement difficile en termes de culpabilité, en termes de pouvoir en parler aux autres. Il est difficile de dire, j'ai perdu quelqu'un. De dire, j'ai perdu mon fils. On a eu un témoignage comme ça d'une maman, et de dire, mais comment tout le monde demande comment il est mort. Oui. Et elle dit, c'était tellement dur de dire qu'il s'était suicidé par rapport à un accident de voiture ou autre. Cette notion de culpabilité, c'est vrai qu'elle paraît importante. Est-ce que justement, globalement, j'imagine qu'on culpabilise facilement de ne pas avoir su voir que la personne avait ses envies de suicide, de fin de vie. Comment on peut accompagner des gens aussi justement qui vivent ce drame de l'autre côté ? Est-ce qu'il faut justement placer le mot déjà, dire oui, il s'est suicidé, ou qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment vous accompagneriez ? En fait, on accompagne on n'accompagne pas tout le monde de la même manière, parce que ça dépend où la personne en est par rapport justement à l'acte qui a été posé, par rapport à sa manière de l'aborder elle-même, que ce soit un parent, un conjoint, des amis. Et en fait, on explique ce qui se passe en fait dans la dynamique de la crise suicidaire aussi. Parce qu'il y a des personnes, comme je vous l'ai dit, qui vont lâcher des bribes de phrases. Ça serait mieux si j'étais plus là. Mais quand on entend ça et qu'on n'est pas sensibilisé, on dit arrête, c'est pas non. Enfin voilà, on va pas tout à fait percevoir. Et puis il y en a d'autres qui vont rien dire. Il y a aussi des personnes qui vont énormément masquer leur souffrance pour ne pas gêner, parce que c'est aussi des personnes souvent qui ne veulent pas gêner les autres, et aussi parce qu'on a souvent honte et on se sent coupable quand on a des idées suicidaires. Donc c'est une culpabilité, vous voyez, qui est un peu sur tous les niveaux. Donc en tout cas, on n'a pas toujours beaucoup de warnings, mais on en parle là parce qu'on dit qu'on en a quand même souvent, et c'est là qu'on peut agir en tant que proche ou en tant que professionnel. Parce que les professionnels nécessitent aussi une meilleure formation par rapport à ça. Oui, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que tous les professionnels sont concernés. Un généraliste, par exemple, est-ce qu'il a aujourd'hui il est formé à accompagner des gens qui... Parce qu'on a l'impression, dans l'idée générale, qu'on vient, on dit « je suis pas bien », on nous donne un médicament, puis on dit « ça va aller mieux ». Est-ce que justement, il y a besoin, à un moment donné, d'accompagner les généralistes à mieux identifier ? Effectivement, parce que dans nos études médicales, on a tellement de choses à apprendre sur tellement de domaines que, effectivement, ça fait partie... le suicide, la psychiatrie même en général, c'est une spécialité parmi tant d'autres, donc c'est très vite balayé en quelques heures, imaginez.
Donc les techniques d'entretien, comment aborder la question du suicide n'est pas spécifiquement réalisé parce qu'on ne peut pas sur le plan du temps. Donc l'idée, c'est effectivement de former beaucoup mieux les médecins généralistes qui sont énormément concernés par les troubles de santé mentale. Souvent, il n'y a que, en fait, parce que les patients ne veulent pas aller consulter les psys. Je ne suis pas fou, on entend souvent ça. Et effectivement, ils ne le sont pas, mais les psychiatres... En fait. Pardon ? C'est le premier relais ? Oui. C'est les personnes de première ligne, mais c'est souvent les personnes qui restent les seules lignes. Non seulement c'est les premiers, mais ils vont être souvent isolés. D'ailleurs, ils se sentent des fois un peu isolés par rapport à ce type de patients. Et donc, l'idée, c'est aussi, dans la prévention du suicide national, c'est de mieux former les médecins et tous les soignants à l'hôpital général et aussi en psychiatrie, au repérage et à la prise en compte du risque suicidaire. Donc ça, c'est dans le déploiement de nos systèmes de prévention, car effectivement, ils ont besoin d'un peu plus de formation. Oui, c'est des mots qui ne sont pas faciles à employer. Quand on est généraliste, c'est qu'on n'est peut-être pas confronté au quotidien non plus. Et c'est là qu'effectivement, c'est peut-être bien à un moment donné, leur dire, voilà, il faut y aller, quoi. Il faut en parler, il faut accompagner, effectivement, comme le disait Roman, peut-être vers des psychologues, vers des psychiatres. C'est ça, finalement, le plus important aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure, on se sent coupable d'avoir des idées suicidaires. Ça m'amène aussi à une autre question. Quand on vit avec quelqu'un qui a ses idées suicidaires, on l'a entendu, d'ailleurs, je crois tout à l'heure dans le micro-trottoir, qui est la personne qui disait « j'ai préféré parler de moi que d'elle ». Est-ce que c'est une solution justement pour l'ancrer, on se le disait, pour l'ancrer dans j'ai besoin de toi, donc reste. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ? Parce qu'on entend très souvent les gens quand ils nous disent « j'ai une envie suicidaire », « oh non, fais pas de conneries », ça on l'a entendu aussi. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Si la personne en était à pouvoir dire « ouais, je vais pas faire cette connerie-là », comme vous dites, ça serait simple. Oui. Mais effectivement, ils n'en sont pas là. Et le fait de dire « tu comptes pour moi, je tiens à toi », c'est redonner aussi à la personne un peu d'estime de soi, parce qu'il y a beaucoup d'autodévalorisation au fil de la crise suicidaire. Et je vous ai dit, il y a un sentiment d'isolement terrible. Donc, du moment où on va faire quelque chose qui brise l'isolement, qui est l'écoute, quelqu'un en a parlé, c'est important d'écouter, essayer de comprendre. Alors, essayer de comprendre sans banaliser et sans aussi dénigrer, parce que comme souvent il y a un événement précipitant, les gens disent « mais c'est pas grave ça ». En effet, nous on voit les jeunes qui arrivent pour tentative de suicide, les adolescentes, c'est souvent une rupture sentimentale ou un conflit avec les parents. Mais si on devait voir toutes les personnes qui avaient une rupture sentimentale à l'adolescence ou un conflit avec leurs parents, vous êtes bien d'accord que on n'arriverait pas à suivre au niveau des urgences, mais on voit bien que c'est souvent une accumulation de facteurs qui fait que il y a une dégradation de l'état psychique de la personne. Donc en tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant, cette façon d'aborder, puis elle l'a fait spontanément, elle l'a fait d'une manière sincère et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et en tout cas, ne pas culpabiliser la personne qui n'est pas bien, parce qu'on a entendu aussi dire « oui, mais moi je suis pas égoïste ». C'est pas de l'égoïsme. Les personnes sont plus en capacité en fait de se sentir effectivement entourées, même quand elles le sont, de se sentir comprises par les autres. Alors il est vrai que c'est dur de comprendre ce qui se passe pour elles à ce moment-là, mais en tout cas, du moment où on est à l'écoute, on est présent, on est dans une dynamique bienveillante, on a toutes nos chances d'aider la personne. Et puis aider la personne, c'est rompre la solitude. C'est ça. Parce que ça, c'est le point important, véritablement. Oui, d'ailleurs, ça a été dit dans les facteurs de risque. Et même quand on n'est pas seul, on se sent seul dans cette situation-là. C'est ça qui est important à dire. Les gens disent « mais j'étais là ». Oui, mais il y a un moment, il n'y a plus cette connexion possible pour le patient. Ce sentiment d'incompréhension, en fait, et qui majore encore ce sentiment de culpabilité, de honte, qui fait que accentuer le mal-être et la souffrance qui est déjà présente, en fait. Vous disiez à l'instant, il n'était pas seul, mais il avait quand même ce sentiment de solitude. C'est difficile. Comment est-ce qu'on fait pour montrer que justement, ce sentiment de solitude, c'est un sentiment, c'est une impression, alors qu'en fait, il y a du monde autour ? Oui, c'est ce qu'on appelle la perception du soutien social, qui est très, très dégradée à ce moment-là. Mais c'est comme l'a dit cette personne, voilà, je suis là, tu comptes pour moi, t'es important. Ouais, mais ce que va vous répondre la personne qui ne va pas, mais je fais n'importe quoi, je suis nulle, regarde, j'arrive à rien. Mais on n'est pas aussi que dans les actes, on revient sur la personne, le sujet en tant que tel, et je pense que du moment où on remet de l'émotion, et ça c'est important de le dire aussi, là je sens que tu es en grande souffrance, de dire qu'on s'inquiète pour la personne, encore une fois, ça fait partie des choses qui brisent l'isolement. Et ça paraît tellement simple quand je le dis comme ça, c'est des petites phrases, mais qui sont très importantes pour les personnes en souffrance à ce moment-là.
On continue d'échanger dans quelques instants sur le suicide. C'est le sujet du jour. Je rappelle le numéro tout de suite, le 3114. C'est le numéro que vous devez composer, 3114. Voilà, si vous êtes en situation de vous poser des questions sur votre fin de vie, si vous avez des gens autour de vous qui souffrent. On l'a dit, il y a plein de situations dans lesquelles vous pouvez appeler le 3114. En tout cas, ne restez pas seul. C'est ça finalement qu'il faut dire tout de suite. Dans un instant, on continue d'en échanger. Juste le temps d'écouter Muse. C'est votre choix, ça, professeur. Oui. Et vous allez voir le concert à Nancy. Vous avez bien de la chance. Jusqu'à 11h sur RCN, Full Santé Mentale. Il y a quelques instants, en lançant le Muse, j'ai dit une grosse bêtise, j'ai vu vos yeux ronds, j'ai dit, alors allez-y, mettons les pieds dans le plat, on est là pour ça, on l'a dit, on est là pour faire tomber les tabous. Je parlais de fin de vie, et effectivement, j'ai sans doute créé un amalgame dans ce que je disais, parce que le mot suicide, il est dur à dire. Et c'est vrai que c'est sur ça, c'est ça où les personnes, c'est important de les sensibiliser, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de dire le mot suicide, et il ne faut pas avoir peur que ce soit pour un proche, pour un médecin généraliste ou autre professionnel qui ne fait pas forcément partie du soin, de poser la question, est-ce que vous avez des idées suicidaires ? On a l'impression qu'en le disant, là je vous donne mon impression, mais que presque on pousse la personne à se dire ah bah oui, en fait oui, alors qu'on a envie de l'entendre le dire non. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi quelque part qui se joue ? Alors ça c'est vraiment une idée reçue de penser qu'en posant la question on va induire des idées suicidaires. Au contraire ça va ouvrir la parole et ouvrir une fenêtre à la personne qui est un peu enfermée dans une espèce de honte, de culpabilité, comme on le rappelait tout à l'heure, qui est propre au suicide et qui va justement libérer la parole. Et le fait de libérer la parole, ça va permettre déjà de verbaliser la souffrance et c'est déjà un premier pas vers le fait d'être pris en charge, d'être entendu, parce que c'est vrai que le fait que la souffrance soit entendue, c'est le début d'un premier pas pour aller mieux et de se sentir compris. On parlait de sentiment d'incompréhension, c'est vraiment ça. Et si tu peux ajouter le fait de dire qu'on y pense, nous, que ce soit en tant que proche ou en tant que soignant, comme étant possible, ça montre à la personne qu'en fait, c'est pas aussi étrange que ça, c'est pas aussi fou, parce que souvent, ils ont peur d'y penser eux-mêmes. Donc en fait, c'est ce que tu disais, Marie, ça permet aussi après de pouvoir en parler. Et souvent, on n'en parle pas aussi parce qu'on a peur de la réponse. Vous avez dit tout à l'heure, je voudrais qu'ils disent non. Mais c'est sûr que si je demande, mais vous pensez pas au suicide, hein ? Il va me dire non. Ça induit le non. Ou pas. Alors que si vous dites, mais avec tout ce que vous me racontez, là, avec toute la souffrance que vous me décrivez, est-ce qu'il y a des moments où vous avez pensé à mourir, à vous suicider ? Et là, la personne dit, bah oui, c'est arrivé, effectivement, beaucoup plus facilement. Et ils en parlent facilement. Du moment où ils sentent en tout cas qu'on est prêt à l'entendre aussi. Ils vont pouvoir effectivement quelque aborder part, cette question. Ça rejette un peu la peur sur celui qui pose la question, finalement. C'est ça qui se joue quelque part quand on n'ose pas demander ou placer le mot suicide. C'est ça, finalement, qui se joue un peu. Bah oui, c'est sûr que si on n'avait pas peur de la réaction en face quand on parle de quelqu'un qui est décédé par suicide, on le ferait. On sent bien que c'est ce que ça renvoie. D'ailleurs, vous disiez, on parlait avant l'émission des chiffres. Et vous me faisiez la remarque qu'il y a beaucoup de jeunes aussi dont on dit que c'est pas un suicide, mais que c'est une mort violente et que du coup ils sont pas comptabilisés. Ça joue aussi de ça ? Potentiellement, c'est vrai que, mais après je ne sais pas pourquoi ils sont remplis de manière erronée les certificats de décès, parce que voilà, on a juste vu qu'il y avait probablement une sous-évaluation au moins de 10% sur les décès. Alors c'est sûr qu'un jeune qui a un accident de voiture, alors que il avait envoyé un SMS en disant je vais rentrer dans le platane, ce qu'ils font, on va mettre accident de voiture, peut-être pour soulager, c'est l'impression qu'en tout cas on les soignants, mais en fait on rentre encore dans cette dynamique du tabou. En fait, on dit qu'on veut aider, mais finalement on renforce le côté faut pas en parler, ça n'existe pas. Alors qu'en fait ça existe, ça touche beaucoup de monde et on peut tous être concernés encore une fois par un proche qui va décéder par suicide, parce que ça va toucher les proches, les collègues, toute une communauté souvent, donc ça... Encore une fois, c'est important de pouvoir en parler et c'est vraiment bien qu'il y ait des émissions comme ça. Et dire aussi que, justement, le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, comme vous me disiez.
après les accidents de la route. Après les accidents de la route, voilà. Et du coup, c'est 75% des hommes qui se suicident. C'est très étonnant, ouais. Malgré... On n'imagine pas ça du tout. Ouais. Dans l'idée collective, on a l'impression que c'est plutôt les jeunes filles et pas du tout les hommes. Et les tentatives, c'est plutôt les filles, apparemment, en grande majorité. Alors, qu'est-ce qui fait que les hommes se suicident plus que les femmes ? On a parlé de difficulté de parler, de difficulté d'exprimer ses émotions. Et je dis souvent, nous, on nous dit qu'on est des pleureuses, mais au moins, on exprime des choses. On a plus de facilité à aussi aller demander de l'aide. Parce qu'on n'est pas dans ce schéma, parce qu'il reste quand même très ancré de l'homme qui doit gérer, assurer. L'homme va être beaucoup plus aussi touché par le fait d'avoir perdu son emploi, par exemple, qu'une femme. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Ça c'est démontré. On est encore dans une société quand même un peu caricaturale par rapport à ça. La responsabilité. La responsabilité du foyer, oui, tout à fait. Oui, c'est dingue de se rendre compte à quel point finalement la société a un impact sur le suicide, pour le coup. Sûr. Et d'ailleurs, une question, des réponses qui ont été dites tout à l'heure, est-il vrai que les personnes ayant accès à l'éducation et vivant dans un cadre sain ont moins de risques de faire une tentative de suicide ? Alors, je l'ai entendu aussi sur deux versants, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les trajectoires de vie des personnes qui vont décéder par suicide, là je parle du suicide, pas des tentatives de suicide, on a les personnes qui, dès le début, sont dans un contexte compliqué, où il y a des séparations, des problèmes de santé mentale chez les parents, des problèmes d'abus, de maltraitance, et du coup, un développement plus compliqué au niveau aussi des acquisitions scolaires, peut-être plus de risques de harcèlement, etc. Donc là, on sent qu'en termes de vulnérabilité, ils accumulent au fur et à mesure de leur développement beaucoup de facteurs de risque. Et puis d'autres où, en fait, on est dans quelque chose où ce fameux environnement sain, pas de problème, et puis finalement, il y a quand même des événements de vie qui vont arriver et provoquer comme ça une crise suicidaire. Donc ça peut arriver à tout le monde avec des parcours finalement différents. Mais en tout cas, effectivement, plus on est entouré, plus on a de chances que quelqu'un repère son mal-être et puisse nous interpeller par rapport à ça. Mais ça ne suffit pas. Voilà, sinon, effectivement, il y aurait moins de décès par suicide. C'est vrai qu'on remarque dans les appels qu'on peut avoir qu'il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment multifactoriel. Ça peut être lié à un contexte familial, ça peut être un événement de vie dans lequel on va avoir du mal à se relever. Et il n'y a vraiment pas de profil type d'appelant. Et c'est vrai qu'il faut bien distinguer aussi le fait que ceux qui nous appellent sont des usagers. Donc ce ne sont pas forcément des gens qui sont suivis par la psychiatrie, qui sont étiquetés, comme on peut dire, par la psychiatrie, et qui sont vraiment des personnes lambda comme vous et moi, et à qui des chemins de vie peuvent entraîner vraiment une souffrance. Du coup, peut-être pas des usagers, mais le grand public, c'est tout un chacun peut être concerné. C'est ça. Oui, ça, je crois que c'est ce qu'on comprend bien aujourd'hui dans cette émission, mais comme depuis toujours dans Full Santé Mentale, ça reste quelque chose qui concerne absolument tout le monde. La santé, finalement, c'est un problème de santé mentale, de santé, donc du coup, et donc ça nous concerne tous, un jour ou un autre, ça peut tous nous toucher, c'est ce qu'on doit en entendre. J'avais une autre question, mais qui vient de m'échapper. Mais je rappelle, Marie Chavez, que vous êtes infirmière répondante au 3114, la ligne qu'on appelle si effectivement on a... Alors, on va rappeler des envies de suicide, par exemple, ou bien si on détecte que quelqu'un est en extrême solitude. C'est quoi votre job au quotidien ? Enfin, comment ça se passe ? Vous recevez un appel, comment ça se passe ? Racontez-nous. Alors, quand on reçoit un appel, en fait... le fait de recevoir et d'accueillir la parole de la personne qui appelle, ça permet déjà de rompre l'isolement, comme on parlait précédemment. Donc ça, c'est important d'entendre la souffrance. Ça commence par là déjà. L'écoute, une écoute bienveillante, empathique, qui permet à la personne de pouvoir verbaliser ses mots MAUX. Et donc tout ça, ça va nous permettre en fait d'évaluer l'état psychique de la personne, sa vulnérabilité, et évaluer si elle est en crise suicidaire, et pouvoir de ce fait orienter au mieux la prise en charge, et éventuellement pouvoir intervenir par le biais de la collaboration avec les SAMU, parce que je rappelle qu'on intervient dans tout le Grand Est, donc on couvre 10 départements, et donc on a un travail en collaboration avec les SAMU, où lorsqu'on juge que la personne est vraiment
en danger, de passage à l'acte imminent, on peut faire intervenir le SAMU sur place à domicile. Et donc, ça peut aller de la prise en charge en première ligne du médecin généraliste, comme on disait avant, par les centres médico-psychologiques, des psychologues, psychiatres, mais également aussi, on parlait de l'aspect financier, les centres communaux d'action sociale. Enfin, voilà, c'est vraiment varié. On travaille avec toutes les structures que le réseau peut nous apporter. Oui, donc la réponse au 3114 n'est pas forcément d'orienter vers un psychologue. C'est pas uniquement d'orienter vers un psychologue. Ça peut l'être, mais c'est pas uniquement ça. C'est important de le dire aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui oseraient pas le composer en se disant ça y est, j'appelle un numéro pour les fous entre guillemets, alors qu'en fait non, on appelle parce qu'on a besoin d'aide et qu'on veut pouvoir répondre à toutes les questions dans lesquelles on se retrouve seul. Et on met aussi en avant les ressources que la personne peut avoir autour d'elle et dont elle a plus conscience du fait de sa souffrance, le facteur familial, les proches. Donc tout est mis en œuvre pour que la personne soit le mieux accompagnée possible, et ça peut être un accompagnement avec plusieurs intervenants. Donc le médecin généraliste peut s'associer en fait à la prise en charge du psychologue. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, et plus l'accompagnement va être riche. Et le but, c'est d'affiner l'accompagnement en fonction de la souffrance de l'appelant, qui est spécifique en fait à chacun. Parce que l'appelant peut appeler pour une rupture sentimentale, pour un trauma vécu dans le passé. Les raisons sont multiples. Et donc, du coup, nous, le fait d'avoir une écoute comme ça, de prendre le temps, parce qu'on n'a pas de limite de temps dans l'appel, de prendre le temps d'écouter la personne, ça va nous permettre d'affiner en fait l'évaluation pour avoir une meilleure prise en charge. Et du coup, de pouvoir donner une réponse adaptée la situation de chacun. Tout à fait, Et ça, c'est bien de le dire, effectivement. Donc, on le rappelle, le numéro 3114. On fait souvent le distinguo entre le suicide et la tentative de suicide dans le collectif, dans l'esprit collectif. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est sa 3e tentative, c'est juste une alerte. C'est peut-être bien d'en parler aussi, de se dire qu'il n'y a jamais d'alerte. Alors, effectivement... Et aussi, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais du coup, je voudrais compléter la question. Alors, il n'y a jamais d'alerte, ok, mais aussi, est-ce que c'est véritablement un choix ? Est-ce que c'est une solution ? On avait évoqué tout à l'heure. C'est vrai, cette question était posée. Alors, en fait, on ne va pas nous distinguer tentative de suicide et suicide, c'est-à-dire que la crise suicidaire vous amène à un passage à l'acte. Alors, tant mieux quand c'est une tentative de suicide, dans le sens où ça n'a pas abouti. Et hélas, quand ça aboutit. Mais en tout cas, la dynamique est la même. Et il ne faut surtout pas banaliser en fait, les tentatives de suicide, parce qu'il y a un crescendo de suicidalité. Plus vous en faites, plus vous avez de risques d'en faire. Plus la personne banalise, plus les proches et les professionnels même le banalisent, au risque d'avoir un suicide abouti. Donc, le fameux... c'était un SOS, un appel à l'aide. On a un peu de mal avec ça parce que je pense que ça dénigre plutôt même les choses. Et puis même par rapport à la personne, c'est toujours grave. C'est un acte posé quand même qui montre une souffrance extrême. Et c'est pas un choix. En fait, il y a un moment où la personne n'arrive plus à solliciter ses ressources, ni personnelles, ni environnementales, comme tu le disais, Marie. Ils sont envahis sur le plan émotionnel. Au niveau cognitif, il n'y a plus beaucoup de capacités. On a même une fois quelque chose qui est limite de la confusion, de la désorganisation, tellement ils sont envahis. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait que ça, en fait, comme solution, puisqu'en fait, il faut que la souffrance s'arrête. Et d'ailleurs, dans les signes d'alerte, des fois, c'est « mais je préférais dormir et pas me réveiller. Ce serait mieux si j'étais plus là. Si j'ai un cancer, ça m'arrangerait. » Enfin, des choses, des fois, on se dit « mais... » Parce qu'en fait, c'est au départ un souhait de mort comme ça qui va être ce qu'on dit plutôt passif. On n'est pas dans l'idée de à ce moment-là, de se faire du mal directement, mais comme si ça serait déjà plus simple si on n'était plus là, parce que la souffrance commence à être très, très difficile à supporter. Donc ces mots-là, il faut bien les écouter, les entendre. Oui. Parce que mais moi, ça m'inquiète ce que tu me dis là. Tu voudrais, tu préférerais dormir et pas te réveiller, mais qu'est-ce qui fait là que c'est si dur de penser te réveiller ? Enfin, ça, voilà. En plus, si parallèlement on voit que la personne commence à avoir du mal à dormir, si elle s'agite, si elle commence à être plus irritable, enfin, il y a des choses comme ça qui nous alertent sur un état de dégradation aussi de la santé psychique. Chez les hommes, on se bagarre un peu plus dans ces cas-là. Souvent, il y a quelque chose avec les collègues qui peut être, s'ils sont en milieu professionnel, plus compliqué. Et puis, on va aussi des fois aller sur des ressources qui ne sont pas les bonnes, comme boire le soir un verre, se détendre.
fumer davantage, quelle que soit la consommation, le type de consommation, commencer à avoir des conduites à risque, parce qu'ils ils sont comme une espèce de fuite en avant, comme ça. Et, en tout cas, voilà, les bonnes ressources, celles qui font du bien, ne sont plus sollicitées. Il y en a des moins efficaces, mais sur le moment, elles soulagent de boire un coup. Mais en fait, c'est plutôt délétère parce que ça va empirer la situation. Et puis, il y a un envahissement émotionnel et à ce moment-là, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est vraiment ça. Et est-ce que les signaux d'alerte sont différents chez les jeunes, chez les ados ? Après, ils vont s'exprimer plus avec leurs copains. Donc là, ça met aussi... D'ailleurs, il y a des ados qui appellent pour leurs amis. On a beaucoup d'ados qui appellent pour leurs amis. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est en fait, du moment où vous avez une rupture du comportement, c'est-à-dire qu'il y a un changement chez une personne dans sa façon d'être, c'est inquiétant. Celle qui rigolait beaucoup, qui devient plus inhibée, ou au contraire, celui qui était très inhibé, qui devient plutôt agressif et qui va chercher beaucoup les autres ou qui est très réactif, doit nous inquiéter, en fait. C'est vraiment ça. C'est du moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment la notion de rupture avec l'état antérieur, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « je n'ai rien vu ». Après, il y a aussi des ados qui sont peu en contact avec leurs parents aussi, parce que la chambre, les réseaux sociaux, le lycée ou le collège en journée. Et puis, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, on a tellement peur d'inquiéter les autres que les personnes ne parlent pas. Donc, c'est difficile, effectivement, de repérer parfois toutes ces difficultés, surtout que ça se passe en dehors. Si on parle des ados, dans les derniers... souvent, on a cette situation de harcèlement, alors qu'il peut être sur une situation de vulnérabilité aussi, mais... ou d'agression sexuelle aussi chez les jeunes. Donc, effectivement, les parents n'ont pas toujours pu voir. Il y a Marion La Main Tendue, qui est une association. La maman, elle témoigne beaucoup par rapport à sa fille, parce que on sent bien toute cette détresse aussi chez les parents. Mais en tout cas, on ne peut pas, on l'a dit, toujours tout anticiper. Je ne veux surtout pas faire penser aux personnes qui ont perdu quelqu'un par suicide qu'ils auraient dû voir, non. Oui, mais en tout cas, on peut parfois, et c'est là qu'on peut intervenir, et c'est une question de collectivité, c'est pas forcément le proche, c'est aussi le collègue. Quand on fait des formations pour les infirmiers, on dit, il ne faut pas hésiter à dire à ses collègues, mais là, j'ai l'impression que ça ne va pas. Mais si, je vais bien, pourquoi tu dis ça ? Moi, je m'inquiète. Et même si la personne, à ce moment-là, ne parle pas, elle saura qu'elle pourra revenir vers ce collègue-là, parce que je parle aussi des soignants qui sont souvent... concernés. Le principal, c'est qu'il y ait une main tendue, peu importe d'où elle vient. Et je reviens vers les jeunes où souvent, ça arrivait plusieurs fois que des jeunes nous appellent, jeunes ados, et en fait, ils n'osent pas parler à leurs parents. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais il y a toujours cette notion de honte, de peur de faire du mal, de les rendre tristes. De décevoir peut-être. Voilà. Et c'est vrai que nous, ça nous arrivait plusieurs fois de faire le lien avec les parents. Ouais. Moi, si tu veux, je peux parler à ton papa ou à ta maman et expliquer. Et ça permet d'enclencher une discussion, d'enclencher une prise en charge, de soulager la souffrance qui existe et de créer du lien. Voilà, c'est toujours le fait de créer du lien. Et moi, j'avais une question. Une dernière, est-ce que le processus vers le suicide ou la tentative de suicide, est-ce qu'il peut être très rapide ou il peut être très long ? Comment ça marche ? Alors, souvent, il n'est pas très rapide, mais c'est là où les ados, par contre, nous font une petite différenciation, parce que on sait que dans le développement en fait, cérébral de l'adolescent fait qu'il y a un certain décalage et que le côté très impulsif est présent, très réactif comme ça. Donc, on peut avoir effectivement un processus qui va là être en 1 à 2 semaines, ou chez un adulte, ça va être plutôt du 5 à 6, par exemple. De ce côté-là, oui. Okay. On rappelle le numéro, le 3114, où vous répondez vous-même, Marie Chavez. Je rappelle que vous êtes infirmière répondante au 3114. Merci à vous d'être venue ce matin. Merci à vous. Pour parler du suicide, et on place bien le mot suicide, il faut bien en parler. Voilà. Et puis le professeur Fabienne Liger également. Vous êtes donc psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, spécialisée en psychiatrie périnatale et co-coordinatrice du Centre régional de prévention du suicide de Nancy. Merci à vous d'être venue ce matin pour aborder avec nous ce sujet. Je pense qu'on aura encore l'occasion d'en reparler dans cette émission. Merci à vous deux. Est-ce qu'on avait un point d'actualité avant de se quitter ? Bien sûr. Alors on y va, l'actualité. Alors actualité pas forcément, mais surtout la prochaine émission, celle du 28 mars sur la bipolarité. Oui. Et puis juste pour conclure et rappeler les éléments essentiels de cette émission, rappeler qu'avoir des idées suicidaires, ça peut arriver à tout le monde, que c'est d'ailleurs assez fréquent. Redire que s'inquiéter, c'est déjà agir, et que
je voudrais juste terminer sur le 3114. Bien sûr. Que c'est bien plus qu'un numéro, qu'il est gratuit, confidentiel, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur tout le territoire, qui peut apporter des réponses aux personnes concernées, mais aussi à leurs proches et aux professionnels également. Le 3114, retenez ce numéro et n'hésitez pas à le composer. Il est très utile dans la vie, autant que le 18 ou le 17. Merci à vous d'être venus ce matin. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée.